Bonjour et bienvenue dans Critique Elite. Je suis le Moebius et je m'en souviens afin que vous n'ayez pas à le faire. C'est pas l'accroche d'une Soja critique, ça? Si, mais il me fallait un truc avec une notion de souvenir, et puis son accroche elle rocks. Ah, ok. Que sont les souvenirs? Si ce n'est une quantité de données sauvegardées dans notre cerveau par l'intermédiaire de nos 5 sens. Beaucoup d'auteurs et de scénaristes de science-fiction estiment que dans un futur plus ou moins lointain, il sera possible de passer outre nos 5 sens et d'imprimer des souvenirs directement dans notre cerveau. Et ne jouez pas les vierges farouchées. Je suis sûr que vous avez tous rêvé d'aller à l'école à la façon Matrix. Mais l'idée est apparue bien avant. La nouvelle Souvenir à vendre de Philip Dick par exemple, parue en 1966, introduisait l'idée d'une société qui était payée pour implanter des souvenirs dans le cerveau des gens. Imaginez avoir le souvenir de vacances en Australie sans avoir jamais bougé de chez vous. Grandiose, non? Le livre a ensuite été adapté au cinéma sous le nom de Total Recall, réalisé par Paul Verhoeven. Et là, attention, on a affaire à un grand. Paul Verhoeven, c'est le papa de Robocop, de Basic Instinct et de Starship Troopers. Ce mec est à mes yeux une légende. Bon, il a aussi réalisé Hollow Man, mais ok. Bref, retour au film. Sorti en 1990, il narre l'histoire de Douglas Quaid, joué par Arnold Schwarzenegger, un petit ouvrier du bâtiment, sans prétention, qui décide de se faire implanter des souvenirs pour changer du train-train quotidien. Il s'avère que les nouveaux souvenirs entrent en conflit avec des souvenirs plus anciens, révélant que l'ensemble de sa mémoire a été réécrite et qu'il était un agent secret appelé Karl Hauser. Il décide alors de reprendre la mission de son alter ego et triomphe du mal, tout en affirmant son identité en tant que Quaid. Pourquoi j'insiste sur ce point ? Vous le verrez plus tard. Ce film a eu un succès monstrueux, plus de 260 millions de dollars au box-office et le prix du meilleur film de science-fiction au Saturn Award de 1991. Le film est ensuite lentement tombé dans l'oubli, jusqu'à ce qu'en 2012, Total Recall, mémoire programmée, a donc vu le jour en 2012, réalisé par Len Wiseman. Et si je considère Verhoeven comme un dieu, dans son genre, ce type est pas mal non plus. Underworld et Die Hard 4, par exemple, font partie des réalisations de ce brave homme. Ce ne sont certes pas des chefs-d'œuvre, mais ils se regardent quand même bien. Le nouveau Total Recall, que j'appellerai le jeune à partir de maintenant pour gagner du temps, reprend les bases qui ont fait le succès de son ancêtre. Douglas Quaid, joué cette fois par Colin Farrell, est un petit ouvrier sans prétention qui décide de se faire implanter des souvenirs pour changer du train-train quotidien. Les nouveaux souvenirs réveillent en lui des souvenirs enfouis, révélant que la totalité de sa mémoire a été réécrite et qu'il est en réalité un ancien agent secret, Karl Hauser. Il décide alors de reprendre la mission de son alter ego, triomphe du mal et affirme au passage son identité en tant que Quaid. Bon, en résumé, c'est exactement la même histoire. Pourtant, le remake, qui se veut un remake du film et non du livre, je le précise, a totalement chamboulé l'univers même de Total Recall. Quel est alors le meilleur des deux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le premier point de comparaison va être, non pas comme d'habitude les héros, mais l'univers. Conquête de l'espace, univers post-apocalyptique, quel est le meilleur? Commençons par le vieux Recall. Mars a été colonisé et un minerai appelé le turbinium en est extrait. Le gouverneur de Mars, Cohagen, contrôle les mines et l'accès à l'oxygène, ce qui fait de lui un des hommes les plus puissants de notre système solaire. Afin de faire des économies, Cohagen a construit les premiers abris sur Mars sans les équiper de panneaux anti-radiation, ce qui a provoqué de nombreux cas de mutation dus aux irradiations. Ce qui, il faut l'avouer, n'est pas complètement impossible. Doc? Le soleil émet de nombreux rayonnements nocifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, nous en esquivons la plupart grâce à notre bouclier magnétique ainsi qu'à notre atmosphère. Mais sur Mars, à ce moment-là, la plupart des rayons arriveront au sol, et il est logique qu'un corps humain exposé à de telles radiations subisse ce que l'on appelle des mutations. Ou alors, des cancers. La partie moins réaliste, toutefois, c'est que les mutants possèdent des pouvoirs. Télépathie, préscience, bref, bienvenue chez les X-Men. Bon, ceci dit, Mars étant dirigé de main de fer, il s'installe une résistance, luttant pour l'accès à l'air et une égalité entre les humains et les mutants. Quant à la Terre, elle n'en a strictement rien à faire tant que le turbinium est extrait et que les troubles n'attiennent pas la planète bleue. Dernier point, il existe sur Mars des structures construites par des créatures extraterrestres. Ajoutant un dernier élément de SF à cette histoire, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Beaucoup d'éléments de cet univers sont des classiques,
Le tyran, les mutants, les extraterrestres, de nos jours on les a vus et revus. Mais comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Alors on va bien voir. Voyons ce que le jeune a à nous offrir maintenant. Dans cet univers, une troisième guerre mondiale a éclaté et a dégénéré en guerre chimique, transformant la majeure partie du globe en zone de non-droit et faisant des terres vivables la principale richesse. 2 zones ont survécu, la Grande-Bretagne, et encore pas toutes, et la colonie, c'est-à-dire l'Océanie. C'est donc un contexte post-apocalyptique des plus intéressants. La liaison entre les deux contrées est possible via un immense ascenseur, la chute, qui passe par le centre de la Terre et fait le trajet en 15 minutes environ. Là j'avoue, j'ai quand même du mal à imaginer. La Terre a un diamètre de 12 700 km environ. Cet ascenseur a donc une vitesse moyenne de plus de 50 000 km/h et passe par le noyau terrestre. Le noyau! Est-ce que je dois vraiment vous dire quelles sont les températures et les pressions auxquelles on a affaire là-dedans? En fait, t'en sais rien non plus, hein. Oui, mais ça reste énorme! Omettons ce détail pour nous concentrer sur le contexte politique. La colonie est une zone relativement pauvre, qui vit des aides de la Confédération. En contrepartie, la colonie fournit une main-d'œuvre bon marché et est victime des inégalités sociales. Il se forme alors une résistance pour lutter contre ces inégalités, résistance qui ne fait hélas qu'exacerber les frictions entre les deux nations et pousse tout le monde au bord du gouffre. Et bien sûr, pour chaque univers, on a une technologie permettant d'implanter des souvenirs à une personne. Quoi de plus? L'univers de Verhoeven est basé sur le contexte politique des années 80, quand la CIA mettait des dictateurs à la tête de certains États et les laissait agir à leur guise. L'univers de Weisman est plus contemporain, basé sur la peur du terrorisme et les conséquences géopolitiques d'une guerre chimique. En plus de cela, je dois admettre que cet univers-ci est beaucoup plus original. Et si je dois admettre adorer l'univers de Verhoeven, c'est dans celui de Weisman que je me retrouve le plus. Il ne faut pas se leurrer, les deux univers sont excellents et méritent à eux seuls de féliciter les scénaristes. Chacun a ses côtés totalement irréels, les mutants et l'ascenseur, mais ce qu'on demande à la SF, c'est de nous faire rêver. C'est donc à la fois pour son contexte d'anticipation et pour son originalité que je remets le premier point aux jeunes. Voyons maintenant les héros. Arnold Schwarzenegger, Colin Farrell, qui est le meilleur Douglas Quaid? Commençons par notre vieil Arnold. Il rêve depuis des années d'aller sur Mars et en rêve toutes les nuits, ou en cauchemar, ça dépend du point de vue. Quaid est ici un employé du bâtiment, avec un physique de bûcheron canadien, ça passe. Il est marié à Laurie, une jeune blonde, et est obsédé par Mars. Lorsqu'il décide de franchir le pas et de se faire implanter des souvenirs, tout part de travers, et il se retrouve assailli de toutes parts par des agents qui cherchent à le tuer. Et surmonte ses épreuves avec beaucoup de sang-froid. Et ça, c'est une hallucination. Peut-être même un peu trop. Farrell joue aussi un Quaid dépassé par les événements. Il est à la base un employé lambda d'une entreprise qui fabrique des robots de sécurité. Mis à part les rêves assez étranges qu'il assaillent toutes les nuits, dans lesquels il cherche à s'enfuir d'un endroit bizarre avec une fille, rien n'est vraiment marquant dans sa vie. Il décide donc de franchir le pas et de se faire implanter des souvenirs. Mais à peine l'opération a-t-elle commencé que des soldats débarquent pour le tuer. Et alors qu'Arnold accepte totalement ce nouvel état de fait, Colin Farrell, lui, reste toujours dans un état de déni. Du coup, j'avoue me sentir beaucoup plus en phase avec notre jeune Quaid. Quand les Quaids se retrouvent face à Hauser, la réaction de chacun des deux est en conséquence. Arnold réagit calmement, alors que Colin est naturellement nerveux et angoissé. Comme si le vieux Quaid avait assimilé non seulement les capacités de combat de son alter ego, comme le jeune, mais aussi le sang-froid nécessaire à un agent. Bref, là où Farrell reste Quaid, Schwarzy, lui, devient un mélange des deux personnages. Un autre exemple, c'est quand les Quaid rencontrent les femmes de leurs rêves. Par là, j'entends bien sûr les filles qu'ils voient au début du film dans leurs rêves. Voici leur réaction face à ces filles quand elles l'appellent Hauser. Hauser, on t'a cherché partout. Ne m'appelle pas, je m'appelle Douglas Quaid, je suis né le 29 août. D'accord, j'ai vécu avec ma mère qui est morte d'un cancer 10 jours avant mes 15 ans. J'ai épousé ma fiancée à l'âge de 29 ans. 29 avril. La réaction de Farrell est violente, tandis qu'Arnold reste calme tout au long de son explication, et c'est Melina qui s'énerve, pas lui. Hauser m'a laissé un mot. Hauser, c'est toi, Hauser. Plus maintenant. Désormais, je suis Quaid. Douglas Quaid. Je ne vais pas essayer de faire de psychologie, mais dans un cas comme celui-là, où on vous annonce que votre vie entière n'est qu'un mensonge, quelle serait à vous votre réaction? L'acceptance ou le déni?
Dans mon cas personnel, ce serait le déni. Le point va donc au jeune Quaid. Mais que serait un héros sans son méchant? Ronny Cox, Bryan Cranston, qui est le meilleur Cohagen? Le vieux Cohagen est un tyran. C'est le gouverneur de Mars, il est en poste depuis la colonisation et il est responsable de tous les maux de la planète. Les mutants, c'est parce que les abris qu'il a fait construire étaient défectueux. Le turbinium, c'est lui qui touche la majeure partie des bénéfices de l'exploitation. L'oxygène, c'est lui qui le gère et qui vend au prix fort. En bref, il est l'homme le plus puissant de la planète. Il y a toutefois deux menaces à la toute-puissance de Cohagen. La résistance et une machine extraterrestre capable de terraformer Mars. Dans les deux cas, il est absolument pas étonnant qu'il soit prêt à tout pour garder son pouvoir. Passons au jeune Cohagen. Ancien gradé pendant la guerre, il est devenu Premier ministre de l'UFB et a développé un plan pour étendre cette dernière jusqu'à la colonie. Faire de cette dernière une menace, génocider tout le monde et y installer l'excédent de population. Waouh. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Pourquoi? Certes, nous sommes dans un univers où la surpopulation est une menace et où les terres non contaminées valent de l'or. Mais bon sang, éradiquer la moitié de la population mondiale pour ça, c'est quand même sacrément excessif. Et attention, je ne dis pas que le vieux Cohagen en sera incapable. Afin de punir les habitants de Vénusville, il n'hésite pas à leur couper l'oxygène pour les laisser mourir étouffés. C'est juste que là, c'est trop. Certes, on part sur deux concepts différents. Le vieux Cohagen a déjà le pouvoir, et n'a pas l'intention d'en avoir plus, mais de conserver la totalité de ce qu'il a déjà. Le jeune Cohagen, lui, cherche à étendre son pouvoir depuis l'UFB vers la colonie. Mais entre asphyxier une ville considérée comme inférieure car peuplée quasiment uniquement de mutants et éradiquer la quasi-totalité d'une population... Non, sincèrement, j'adhère pas. Le point va au vieux Cohagen. Bon, maintenant que nous avons vu les héros et les méchants, voyons un peu les personnages secondaires. Le premier personnage va être la femme du héros. Enfin, la femme initiale, Laurie. Dans l'ancien, elle était une jeune femme blonde, un peu espiègle, et sa relation avec Quaid au début était pleine d'affection et de joie. A l'inverse, la jeune Laurie me semblait plus distante. Je ne sais pas si c'était voulu, mais c'est ainsi que je le ressens. Lorsque les Quaid reviennent de Sherrycall, les deux Laurie essaient de les tuer. Et c'est là que les différences entre les deux personnages se forment. L'ancienne Laurie semble vraiment ennuyée de devoir le faire. Elle n'est pas une agente surentraînée et se fait rapidement maîtriser par Quaid. Elle use ensuite de subterfuges très déloyaux pour l'occuper en attendant les renforts. En bref, c'est une Laurie beaucoup plus manipulatrice et cérébrale. Ce qui explique aussi peut-être son espièglerie. Car quand on compare à l'autre Laurie, la jeune Laurie essaie directement de tuer Quaid. Et là, le duel est de loin en sa faveur. Quaid n'a d'autre choix que de s'enfuir. Laurie le traquera ensuite inlassablement, et ce jusqu'aux dernières minutes du film. Ce qui me ramène à l'autre Laurie et à Richter. L'ancienne Laurie ne poursuivra jamais Quaid. Elle laissera cette tâche à Richter, son ancien mari, copain, plan cul, c'est pas très clair. Mais ça donne au moins le ton sur cette Laurie. L'ancienne Laurie n'est pas un agent de terrain, c'est un agent d'infiltration, et c'est pour ça qu'il est plus doué pour jouer un rôle, et donc simuler une relation amoureuse. Cela donne pour moi un premier avantage à l'ancienne Laurie, mais il convient maintenant de parler de Richter. Richter était amoureux de Laurie, et a donc développé une haine logique à l'encontre de Quaid. Lorsque l'ordre est donné de reprendre Quaid, ce dernier n'hésite pas à employer les grands moyens, et ce au risque de faire capoter les plans de Cohagen. Cette envie de tuer Quaid est selon moi totalement justifiée et exacerbée au milieu du film, quand Quaid tue Laurie. Pourtant, malgré cela, il parviendra à respecter ses ordres, contrairement à la jeune Laurie. Cette dernière n'hésitera pas dès le début à tout faire pour le tuer, et ce même lorsqu'elle reçoit l'ordre direct de ne pas le faire. Elle persévère dans sa furie meurtrière. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'éléments significatifs pour que Laurie haïsse Quaid. Certes, il est fait mention d'une certaine déification d'Hauser qui lui a peut-être un peu porté préjudice. Mais franchement, non, sincèrement, cette Laurie est beaucoup trop excessive. Voyons maintenant les Melina. Melina est la jeune femme qui a réussi à convaincre Hauser du bien fondé de la résistance. Du moins en apparence pour l'ancienne version. C'est une jeune femme dynamique, caractérisée pour son caractère dans l'ancienne version, et pour son empathie dans la nouvelle. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise Melina. Dans les deux cas, les films ont réussi à en faire un personnage très intéressant.
Toutefois, comme il faut bien les partager, il y a 2 scènes qui vont donner de l'eau à mon moulin. La première, c'est quand les Quaid leur annoncent leur amnésie. L'ancienne Melina réagit avec colère et tristesse, tandis que la nouvelle réagit calmement et avec empathie. Sachant que Hauser a disparu, et vu que Recall est beaucoup moins underground dans l'ancienne version, la manipulation des souvenirs est une éventualité qui me semble totalement logique. Surtout quand on sait qu'Hauser a été un grand ami de Cohagen avant de retourner sa veste. Aussi, je me sens beaucoup plus enclin à suivre la réaction de la jeune Melina. Et c'est renforcé par cette 2e scène qui les confronte à Laurie. La jeune Melina réagit de façon berserk aux provocations de Laurie. Si tu veux mon avis, tu devrais faire un bisou d'adieu à ta petite copine. Tant que ça la dérange pas de savoir où ta bouche a traîné. Ce qui est un peu logique. Parce que si je vais me la faire cette pétasse. L'ancienne Melina, en revanche, débarque pour sauver Quaid à point nommé, sans qu'on sache trop comment ou pourquoi elle a su qu'il était en danger. Et la situation dégénère en catfight avec Laurie. Ce n'est que quand Quaid la tue qu'elle ne trouve pas mieux que cette réplique. Une belle peau de vache. La nouvelle Melina est donc ma préférée. Voyons maintenant les meilleurs amis. Harry est un collègue et ami de longue date de Quaid. Lorsque le vieux Quaid revient de chez Recall, Harry l'embarque et il le tue. A l'inverse, le jeune Harry apparaît au début du film, puis au milieu pour essayer de le raisonner, lui expliquant qu'il est dans un délire et doit tuer Melina pour en sortir. Quaid le tue alors et s'enfuit. Il y a 2 éléments qui, selon moi, font que ça ne fonctionne pas. Le premier, c'est que Harry connaît Quaid depuis longtemps, selon ses dires. Dans le cas où ce serait en effet Hauser, c'est donc un mensonge et Harry est donc un agent. Lorsque les choses dégénèrent pour Quaid, il n'apparaît jamais et il n'est plus fait mention de lui. Or, après la trahison de Laurie, la personne vers laquelle Quaid devrait se retourner en priorité devrait être Harry. Dans une situation similaire, c'est en tout cas ce que je ferais. La deuxième chose qui me dérange, c'est sa perte de sang-froid lors de la scène pour le convaincre. Je reviendrai plus tard sur cette scène, mais ça n'est pas logique. Quand un ami est mentalement dérangé et a une arme en main, on lui gueule pas dessus. Le vieux Harry a donc beau crever rapidement, il est pour moi beaucoup plus réaliste et donne encore un avantage à l'ancien. Je pourrais aussi parler des leaders de l'opposition, mais vu le petit rôle qu'ils ont à chaque fois, ça n'est pas vraiment intéressant. Le point va donc à l'ancien. Pour finir, voyons comment sont traités les grands thèmes de Total Recall. Ces 2 thèmes sont l'acceptation de soi et la frontière entre le rêve et la réalité. Pour le premier thème, la question est simple. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Les Quaid sont confrontés à ce dilemme dès qu'ils apprennent l'existence de leur alter ego à Hauser. Mais, comme je l'ai déjà dit, là où le vieux Quaid assume les 2 aspects de sa personnalité, le jeune Quaid reste dans le déni. C'est quand ils rencontrent le chef de la résistance qu'ils formulent vraiment leur désir de vouloir récupérer leurs souvenirs pour redevenir la personne qu'ils étaient. Bien que formulée différemment, la réponse est la même dans les 2 cas. Ce sont les actes présents qui définissent ce que nous sommes, pas notre passé. Mais ce qui pour moi crée vraiment la différence, c'est Hauser. Dans l'ancienne version, Hauser est un enfoiré. Il n'est jamais réellement passé du côté de la résistance, et s'est porté volontaire pour devenir Douglas Quaid, l'espion malgré lui. Il y a vraiment une trahison de l'alter ego. Redevenir ce Hauser, c'est renier tout ce en quoi Quaid avait foi. A l'inverse, le jeune Hauser est vraiment passé à l'ennemi. C'est Cohagen lui-même qui le dit quand il veut réimplanter Hauser en Quaid. Ce Hauser n'est pas nécessairement mauvais. Il a changé de camp une fois, il peut très bien le refaire. L'enjeu de redevenir Hauser est donc beaucoup plus important dans l'ancienne version. Voyons la thématique du rêve maintenant. La thématique du rêve est l'essence même du roman Souvenir à vendre. Elle est beaucoup moins présente dans le film que dans le livre, mais elle reste quand même un élément clé. Il y a 4 points que je vais traiter. Le premier, c'est le rêve tout au début du film. Le vieux Recall montrait juste Quaid se balader sur Mars avec Melina, tomber et fracasser son casque, ce qui le réveillait. Jeune Quaid, lui, se voyait essayer de s'enfuir d'un genre d'hôpital avec Melina, mais échouer. Le truc, c'est que comparé au reste du film, le premier est nécessairement un rêve. Sinon, Quaid serait mort. Tandis que le deuxième peut être un souvenir. Beaucoup d'éléments sont similaires. Et honnêtement, est-ce qu'on est sûr que c'est Melina ? Le casque laisse quand même un doute. Passons au deuxième point, c'est-à-dire l'implantation des souvenirs. Dans le premier Recall, le vendeur donnait une flopée d'informations qui se retrouvaient au fur et à mesure dans le film. C'est déjà beaucoup, mais en plus, lorsque Quaid décrivait la femme qu'il devait rencontrer, le visage de Melina s'affichait à l'écran. Ça fait quand même une sacrée coïncidence, vous trouvez pas ? En plus, Quaid s'endort bel et bien, et sa crise ne survient qu'après.
On doit croire les dires du personnel selon lesquels l'implantation n'a pas commencé, mais rien ne dit que ça ne fait pas partie de l'implantation. Le jeune Rico donne moins de détails. On ne voit jamais Quaid s'endormir, et on voit la perfusion être arrachée avant que le liquide entre en lui. Par contre, les réactions sont de suite plus extrêmes. Là, c'est le patron qui fait une crise, sort une arme dont on sait où, et les forces spéciales débarquent à la suite pour tuer tout le monde. Et les capacités de Quaid se manifestent dans la foulée sans qu'on sache trop comment. En fait, c'est tellement extrême que directement je peux croire à un rêve. Comme quoi, les deux scènes se valent, mais pas de la même façon. Le troisième point, c'est la scène avec Harry pour le jeune et le patron Rico pour le vieux. Dans les deux cas, suite à une larme de Mélina et à une goutte de sueur du patron, Quaid estime être dans la réalité et reprend du poil de la bête. Et là, je suivrai plutôt l'ancien. C'est très simple. Si nous sommes dans le rêve de Quaid, alors Quaid contrôle nécessairement tout. Les éléments qu'il ne contrôle pas devraient donc être extérieurs au rêve. Dans ce cas précis, les éléments extérieurs sont le directeur et Harry. Or, le vieux Quaid tue le directeur, suite à la peur de ce dernier. Pourquoi aurait-il peur? C'est une programmation, une projection, un simple logiciel. Il n'a rien à craindre. A l'inverse, c'est Mélina qui pleure dans John Recall. Or, Mélina est, selon les dires d'Harry, un élément du rêve. C'est donc normal qu'elle puisse pleurer, étant donné que, étant un élément du rêve, Doug peut lui en donner la possibilité. En conséquence, il est donc plus logique pour l'ancien Quaid d'agir ainsi, tandis que le nouveau agit en nous laissant dans le doute. Et enfin, le quatrième et dernier point. À la toute fin du film, Verhoeven et Wiseman nous offrent un dernier doute. Le vieux Quaid émet l'hypothèse qu'il s'agit peut-être que d'un rêve finalement, et Mélina lui demande de l'embrasser avant qu'il ne se réveille, tandis que la jeune Mélina, elle, affirme que la situation est à peine croyable, alors que le jeune Quaid repère un panneau publicitaire géant de Recall, laissant planer le doute. Ces deux idées sont bonnes, mais Verhoeven a rajouté un élément supplémentaire pour renforcer le trait. Alors que les deux personnages s'embrassent, tout devient blanc et disparaît petit à petit, à l'inverse de la nouvelle version où l'image ralentit un peu avant de se retrouver face à un écran noir, sans compter la musique. Écoutez bien. Et l'ancien maintenant ? Il y a une fin dans la musique de l'ancien, fin qu'on ne retrouve pas dans le nouveau. C'est la fin du film, certes, mais aussi la fin du rêve. De ce fait, on imagine très bien le vieux Quaid se réveiller juste après ce baiser, tandis qu'on imagine le jeune Quaid refaire sa vie avec Mélina dans ce nouveau monde. Entre ça et la quête de personnalité, je trouve que les thèmes sont bien mieux traités dans l'ancienne version. Le point et le match voient Total Recall, l'ancienne version de 1990. Le nouveau Total Recall n'est pas un mauvais film, loin de là. La preuve, Colin Farrell a réussi à détrôner Schwarzy alors que je l'adore. C'est d'ailleurs amusant parce que, au niveau des méchants, c'est Bryan Cranston qui est l'acteur que je préfère. Ce film a su tirer l'essence même du film de Verhoeven et nous offrir une très bonne réédition de ce chef-d'œuvre. Et Wiseman a d'ailleurs ponctué son film de clin d'œil à son prédécesseur. La scène où le jeune Quaid s'infiltre en UFB en est la preuve. La personne qui passe juste devant Quaid est la copie conforme du déguisement que le vieux Quaid utilise pour aller sur Mars. Et d'ailleurs, la prostituée à 3 seins aussi. Ce personnage n'existe bien sûr pas dans le roman. C'est une pure invention et on la retrouve ici avec la même réplique. Enfin, presque. J'aurais bien aimé les comparer d'ailleurs, ces six-là. Sans compter l'allusion d'un personnage au fait qu'il est allé sur Mars grâce à Recall. En fait, c'est presque à se demander si les deux Quaid ne sont pas tous les deux autres personnes totalement différentes en train de se faire implanter l'histoire de Douglas Quaid sur une chaise chez Recall. C'est toute la magie de la SF. Tout est possible. En tout cas, que ce soit Verhoeven ou Wiseman, on gagne à se souvenir de Total Recall. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le Moebius. J'espère que vous avez apprécié ce Critique Elite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook et à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Dis donc, tu fais quand même un sacré barouf avec ton clavier. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'écris une lettre de réclamation pour Disney. Pour Disney? Pour quel film? Oh non! The snow glows white on